Bonjour et bienvenue à la session L'auteur vous répond, notre toute première édition en langue française suite à la publication de notre rapport Décarboner les transports au Maroc, quelques pistes pour l'avenir. Donc, ces formats, L'auteur vous répond, sont très rapides, 15 minutes de présentation du rapport et ensuite, on va avoir à peu près 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Pour nous poser les questions, n'hésitez pas dès maintenant à mettre vos questions dans la fonction Q&A en bas de l'écran. Donc, je suis Ronan McErlaine de la service de communication du Forum international des transports et je suis joint des deux principaux auteurs du rapport, donc Eric Janière et Joshua Partino Blanco. Ce rapport fait partie de notre projet Décarbonation des transports dans les économies émergentes qui concerne 4 pays, l'Argentine, l'Azerbaïdjan, l'Inde et le Maroc, avec une adaptation spécifique à chacun des pays. Donc, je laisse tout de suite la présentation à Joshua qui va commencer. Et n'hésitez pas dès maintenant à mettre vos questions dans la fonction Q&A. Joshua. Parfait, merci beaucoup Ronan. Bonjour à tous, je m'appelle Joshua Paternina Blanco et je vais commencer rapidement par vous présenter le sommaire de cette présentation. Nous allons premièrement insister sur ce qui est que le projet DTEE, un peu plus en profondeur, et puis nous allons insister sur l'importance de décarboner les transports au Maroc. Ceci permettra par la suite de montrer quelques-unes des actions envisagées par le gouvernement marocain pour faire face à ce défi, ainsi que d'autres obstacles globaux, mais aussi des opportunités spécifiques pour la décarbonation des transports dans le pays. Finalement, nous montrerons d'une part comment mesurer l'impact de certaines mesures pour décarboner les transports au Maroc, ainsi que les prochaines étapes de notre projet. En ce qui concerne le projet décarbonation des transports dans les économies émergentes, DTEE, comme Ronan l'a indiqué, c'est un projet conduit par le Forum et qui cherche à soutenir les efforts des autorités de plusieurs pays pour le passage des ambitions aux actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces pays, à travers l'identification de mesures pertinentes, le développement et l'amélioration des sentiers de décarbonation pour chaque pays. À cet effet, il y a 4 grandes étapes. Il y a premièrement une révision qualitative des outils et des opportunités du pays. Il y a par la suite le développement d'outils quantitatifs pour mesurer l'impact de certaines mesures. Par la suite, une troisième étape permet de former les autorités nationales à l'usage de ces outils. Et puis, tout au long du projet, le dialogue et l'échange sur les bonnes pratiques à suivre pour la décarbonation du transport est promu aussi bien à l'échelle nationale qu'avec des partenaires régionaux. Mais alors, pourquoi décarboner les transports au Maroc? Premièrement, parce que les activités de transport dans le pays sont amenées à augmenter dans l'avenir, et ceci de par l'importance des transports pour la production industrielle et manufacturière, le secteur logistique, l'industrie touristique et la cohésion territoriale marocaine. Suite à l'augmentation des activités dans l'avenir, il est espéré qu'entre 2015 et 2050, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport au Maroc soient plus que doublées. Ceci est un constat des perspectives de transport du FID de l'année 2019. Les données seront mises à jour lors de la nouvelle version de ce rapport en mai 2021, mais en tout cas, ça montre bien l'importance de décarboner les transports dans ce pays. Comment faire face à cette situation? La contribution déterminée au niveau national au Maroc met en place des mesures inconditionnelles qui permettraient, entre 2020 et 2030, de réduire de plus de 12 millions de tonnes de CO2 équivalent les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Ceci, en fait, permettrait qu'en 2030, il y ait 17% de moins d'émissions que par rapport à un scénario court normal des affaires, ce qui représenterait près de 10% des réductions totales des émissions en 2030, incluses dans la CDN marocaine. Des mesures inconditionnelles menées pour les transports dans cette CDN incluent l'extension de tramways ainsi que le renouvellement de flotte. Sous le soutien de financement étranger,
plus de 52 millions de tonnes de CO2 équivalent supplémentaires pourraient être réduites grâce à des mesures comme les incitations pour le renouvellement de flotte, l'amélioration dans l'efficacité des opérations logistiques et l'amélioration dans la performance énergétique de véhicules. Au-delà de la CDN marocaine, d'autres documents comme la feuille de route pour une mobilité durable au Maroc cherchent à soutenir les efforts de décarbonation. Mais ces efforts font face à quelques défis globaux. Le premier étant l'informalité. Selon des estimations gouvernementales, autour de 600 000 véhicules composeraient la flotte de véhicules informels pour le transport de marchandises, ce qui est une flotte particulièrement difficile à pouvoir renouveler. De même, l'accroissement et l'étalement urbain, surtout dans des territoires à une faible desserte de transport public, contribuerait à l'adoption et à l'augmentation de l'usage des véhicules particuliers. Et dans des zones à un pouvoir d'achat relativement faible, cela pourrait augmenter l'importance des véhicules d'occasion, qui ont augmenté de plus de 50% entre 2014 et 2019 au Maroc. Il y a un troisième enjeu, c'est celui du financement. Il serait nécessaire d'avoir près de 3 milliards de dollars pour pouvoir mettre en place les mesures incluses dans la décarbonation des transports dans la CDN nationale. Bien évidemment, ces défis sont accrus lors du contexte de la crise de la Covid-19. Il y a aussi tout de même, au-delà des défis, une opportunité globale, et c'est celui du report modal des modes polluants, comme le routier, vers des modes moins polluants, comme le ferroviaire et le maritime. Et juste à titre d'exemple, pour le transport de fret. Le routier interurbain, il représente 30 fois plus des émissions, ou est responsable pour 30 fois plus des émissions que le secteur maritime, mais en même temps, il est responsable ou génère 75% du transport de fret national, tandis que le cabotage n'est responsable que de 3% du transport de fret à travers le cabotage. Il serait donc idéal de pouvoir inverser cette tendance grâce à des mesures comme le support de plateformes multimodales prévues par le gouvernement, ainsi que grâce au renforcement de l'attractivité des modes moins polluants. Si des mesures sont mises en place, il serait possible, selon les estimations de la feuille de route pour une mobilité durable au Maroc, d'avoir en 2030 une part modale pour le routier qui ne soit que de 60% contre 75% aujourd'hui. Alors, recherchons les opportunités et les défis spécifiques à chacun des modes que nous avons étudiés. Pour le transport interurbain routier, le financement des améliorations techniques, des flottes aussi bien de fret que de passagers est un défi, mais des outils peuvent aussi permettre d'avoir des opportunités là-dessus. Le renouvellement des flottes, c'est des outils pour la décarbonation, aussi bien pour le transport de fret que pour le transport de passagers. Pour le transport de fret, cependant, l'informalité, l'atomisation et le pouvoir d'achat des acteurs dans le secteur peut mettre à mal des outils existants comme des programmes de prime à la casse. Pour le secteur de passagers, le faible pouvoir d'achat des ménages peut aussi entraver l'adoption de nouvelles technologies de véhicules. Nous avons mis l'accent sur la meilleure connaissance du secteur informel pour le transport de marchandises qui pourrait permettre de mieux adapter les outils existants aux besoins ou aux caractéristiques de ce secteur. En même temps, pour le transport de passagers, évaluer des dispositifs bonus-malus et leur potentialité de mise en place pourrait aider à la décarbonation. Pour ce qui est du transport aérien, il faut savoir que c'est un secteur que jusqu'à la crise de la Covid-19 était en essor, aussi bien pour le fret que pour le passager. C'est un secteur qui est particulièrement difficile à décarboner. Pour le transport de fret, il serait question d'améliorer les efficiences logistiques et diminuer le poids du secteur lorsque possible. Pour le secteur de passagers, pour décarboner, des efforts pourraient soutenir le report modal vers d'autres modes comme le maritime pour le transport international de passagers. La Covid-19 présente un défi pour la décarbonation du secteur de l'aviation aérienne, puisque même si le secteur a diminué faiblement sous la crise, son importance a augmenté pour pouvoir assurer le transport d'outils essentiels. En même temps, la compétitivité de l'aérien et surtout du low-cost aérien suite à la signature de certains traités fait en sorte que ce soit difficile de pouvoir avoir un rapport modal de passagers internationaux envers d'autres modes.
pour le transport de fret, des plateformes de digitalisation comme celles mises en place à la fin de l'année dernière par le gouvernement marocain peuvent améliorer la fluidité des chaînes logistiques. Pour le transport de passagers, en contrepartie que pour le transport de marchandises, la Covid-19 peut servir d'opportunité pour un potentiel report modal, si ce n'est que temporaire, ce qui soutiendrait les efforts de décarbonation. Pour ce qui est de l'attractivité du mode maritime, c'est un mode, comme nous l'avons montré préalablement, qui gagnerait en être promu grâce à l'augmentation de son attractivité. Or, pour le transport de marchandises, des régulations sur le cabotage national ainsi que la diminution progressive du pavillon national peuvent mettre à mal l'augmentation de l'attractivité du mode pour le transport de marchandises. Pour le transport de passagers, c'est de même que pour le slide précédent, la compétitivité de l'aérien et du low cost aérien met en difficulté la volonté d'augmenter la part du mode maritime. Dans le cas du transport de marchandises, des opportunités pourraient inclure l'assouplissement de régulations sur le transport de cabotage, ainsi que l'investissement sur le développement du pavillon national. De même que pour le passager, la Covid-19 peut représenter une opportunité pour le report modal. Pour ce qui est du mode ferroviaire, il faut savoir que s'il y a des relatives diminutions des activités de transport de fret par aile, c'est le contraire pour le transport de passagers. Dans les deux cas, tout de même, il serait possible d'insister sur l'attractivité du mode. Je suis désolé, bon voilà, j'avais du mal à changer le slide. Mais en tout cas, cette volonté d'augmentation de la part modale, dans le cas du fret, fait face à certains défis. Le transport ferroviaire était un des principaux modes pour le transport de phosphate dans le pays. Or, suite à la construction du pipeline de Khouribga à Joffre-Lasphar, désolé pour la prononciation, met à mal la part du mode dans le transport de cette marchandise. Il serait donc nécessaire d'augmenter la part du fret dans le transport de marchandises hors phosphate. Pour le passager, la Covid-19 peut aussi mettre à mal la confiance des passagers sur le mode. Quelles opportunités face à ça? Le développement des opportunités des zones logistiques, des plateformes logistiques, pourrait soutenir la décarbonation des transports en augmentant l'attractivité du mode ferroviaire. En même temps, pour ce qui est du transport de passagers, d'avoir des meilleures connexions avec des réseaux de bus interurbains et mener des campagnes de communication pourrait renforcer l'attractivité du mode, même dans un contexte de Covid-19, pour les passagers. Il y a aussi un grand potentiel pour l'électrification du mode, étant donné qu'il serait possible d'avoir près de la moitié de l'électricité utilisée pour le ferroviaire venant des sources renouvelables d'énergie. Finalement, pour le transport urbain, surtout de passagers, nous avons relevé le fait que c'est un secteur très difficile à décarboner. Dans un contexte où, par exemple, entre 2006 et 2014, la croissance moyenne annuelle du taux de motorisation en ville était de près de 6%. Dans ce contexte, il serait nécessaire de promouvoir la mobilité durable en ville, aussi bien à travers le développement de transports en commun que le soutien de modes actifs. Cependant, différents enjeux comme la croissance dans l'usage des motos, l'importance des financements dont on aurait besoin pour pouvoir développer les améliorations de transport public et les difficultés et les complexités de la gouvernance de compétences urbaines pourraient représenter des obstacles pour pouvoir changer la logique dans la mobilité urbaine et inciter sur une logique beaucoup plus durable. Dans ce côté, les autorités cherchent à mettre en place des actions ambitieuses et innovatrices pour pouvoir insister sur les modes, sur le transport public, mais aussi sur les modes actifs. Le développement de partenariats avec des agences étrangères pourrait aussi aider à faire face aux défis du financement. Et pour ce qui est de la gouvernance, des outils comme le développement des plans de mobilité durable pourraient aider à assouplir les complexités de la gouvernance urbaine pour promouvoir une meilleure mobilité durable. Maintenant, mon collègue Eric va vous présenter rapidement quelques enjeux pour
pour mesurer l'impact de certaines politiques publiques pour la décarbonation des transports. Merci, merci Joshua. Hop, je reviens à la slide précédente. Donc, je vais rapidement en fait vous présenter les objectifs du projet en termes de modélisation des impacts des différentes mesures. Donc, le grand principe du modèle, c'est de traduire les différentes actions, mesures dans les inputs du modèle. Par exemple, pour ce qui concerne un péage routier, adapter le coût du trajet en voiture. Le modèle, à l'aide notamment d'élasticité, il nous permet de calculer la part modale de chacun des modes, et donc les kilomètres parcourus par les différents passagers sur chacun des modes, et les émissions de CO2 associées. Voilà, ça c'est parmi les principaux indicateurs qu'on va regarder à l'aide du modèle. Le modèle, comment il fonctionne? Il fonctionne toujours par comparaison entre différentes situations, entre différents scénarios. Ici, on voit l'impact d'une mesure X qui serait mise en place en 2025, qu'on compare toujours à un scénario de référence. Et ce, pour quel que soit l'indicateur qu'on regarde, on va toujours chercher à comparer avec une situation de référence. L'outil qu'on va développer, il sera sous Excel pour être plus facile à utiliser et à être mis à jour. C'est un modèle très stratégique, c'est-à-dire qu'il est à un niveau très agrégé, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à regarder les volumes sur chacun des axes ou sur chaque origine-destination, par exemple. Donc, on est à un haut niveau pour aider les décideurs à choisir les grandes orientations en ce qui concerne les politiques de transport, tout en se focalisant sur les actions liées aux émissions de CO2 et notamment pour pouvoir mettre à jour la contribution déterminée au niveau national. À l'inverse, il y a des outils de planification beaucoup plus avancés, beaucoup plus détaillés, qui permettent, eux, d'approfondir certaines évaluations, de choisir certaines options à l'intérieur des mesures qui auront pu être présélectionnées à un niveau stratégique. Donc, en conclusion, cet outil, c'est une aide pour identifier les mesures les plus efficaces en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quelques exemples de stratégies qui peuvent être traduites, qu'on peut tester avec le modèle. Par exemple, augmenter la part des modes doux. On vient améliorer les infrastructures pour les piétons et pour les vélos. On vient améliorer leur temps de parcours. On vient ainsi améliorer leur part modale et par effet réduire celle des autres modes. On a les stratégies qui concernent à favoriser les véhicules propres avec donc les incitations, les systèmes de bonus-malus, les normes d'émission, etc. Tout ce qui concerne l'amélioration des transports en commun, qui peut se traduire par des augmentations du nombre de lignes, l'amélioration des temps de parcours, par exemple avec des voies prioritaires, etc., qui peuvent être traduites dans le modèle. On a un autre type de solution, par exemple, qui concerne les transports intelligents, qui peuvent se traduire avec une tarification intégrée en ce qui concerne les transports publics urbains. D'autres exemples, les taxes carbone, l'augmentation du covoiturage, une série d'exemples de mesures qu'on pourra tester et évaluer avec le modèle. Voilà, en quelques mots, c'était pour la partie modélisation. Les prochaines étapes du projet, d'ici le mois de juin, on va préparer et organiser une série d'ateliers pour présenter l'effet de ces mesures individuelles et élaborer les scénarios en collaboration avec les différents acteurs concernés. Juste après l'été, on présentera ces résultats suivant les différents scénarios sélectionnés. Et puis, d'ici la fin de l'année, on livrera ces outils et on organisera les formations, parce que l'objectif, c'est bien que ces outils puissent être utilisés par les différents acteurs impliqués. En 2022, le projet ne s'arrête pas à la fin de l'année, il continue en 2022 avec différents événements de communication essentiellement pour échanger entre les différents organismes, que ce soit public ou potentiellement aussi privé, et puis notamment avec un aspect à l'international
sur la région Afrique et Moyen-Orient essentiellement en ce qui concerne les résultats marocains, dans l'objectif de promouvoir la décarbonation des transports. Je vous remercie pour votre attention et on va passer à la phase de questions. Merci beaucoup, Joshua et Eric, pour cette présentation bien détaillée, un bon sommaire du rapport. Donc, c'est le moment où on ouvre la partie interactive de la session. Donc, n'hésitez pas de mettre vos questions en utilisant la fonction Q et A du Zoom. On a déjà quelques questions, donc on va traiter au fur et à mesure. Donc, en allant vers la COP26, donc le thème de décarboner est bien le thème premier de plein d'organisations et gouvernements. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur comment ce projet s'articule avec d'autres initiatives pour la décarbonation des transports, en pensant comme celle de Mobilize Your City ou d'autres? Vous pourriez nous éclaircir, soit Eric ou Joshua, là-dessus? Joshua, tu veux répondre? Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante puisque effectivement l'idée c'est de venir en complément de différentes activités qui sont déjà être en train de mise en place. Alors, nous proposons un projet qui cherche à soutenir les efforts de développement de stratégie sur le long terme et les efforts de prospective. Déjà au Maroc, des efforts comme ceux menés par Mobilize Your City permettent d'avoir une meilleure compréhension des enjeux du domaine et améliorer les capacités des autorités pour mettre en place des mesures actuelles sur place maintenant. D'autres efforts comme ceux promouvant le développement de la démarche MVR, par exemple, peut soutenir de meilleures collectes de données dans le pays pour mieux comprendre les défis de transport. Sur la base de ces efforts, en fait, nous menons des efforts qui permettent de mieux comprendre comment des mesures pourraient faire un impact sur le long terme au Maroc. Et ça peut permettre de mieux développer d'autres documents stratégiques pour l'avenir, comme par exemple la mise à jour de la CDN tous les 5 ans, ou encore d'autres documents essentiels pour le pays. Très bien. Merci, Joshua. Question intéressante, suite à la présentation de Jean-Charles Crochet, pourquoi mentionnez-vous l'augmentation du transport urbain par moto alors qu'on n'a pas vraiment de bénéfices en termes de réduction des émissions du GES? Très bonne question. Bonne question. C'était peut-être une erreur de ma part. Quand j'ai parlé de l'augmentation de l'usage des motos, ce n'était pas pour en voir un avantage, mais plutôt un inconvénient. Un défi justement pour la décarbonation des transports, tout comme l'augmentation du parc de véhicules de tourisme particulière. Ça montre aussi peut-être un potentiel report vers les deux roues légers, électriques, voire même non motorisés. D'accord. Vous citez également 600 000 véhicules pour le transport informel des marchandises. Pouvez-vous en dire plus sur la situation ou cette estimation de chiffrage? Oui. En fait, les 600 000 véhicules, la flotte de 600 000 véhicules de transport de marchandises informelles, c'est une donnée des estimations que nous avons reçues de la part d'agences gouvernementales marocaines, tout en sachant que les agences ont bien insisté sur la difficulté à avoir des chiffres clairs et précises sur cette donnée. Il y a encore de l'incertain qui est donné par la nature du secteur. Il est très difficile de mesurer exactement la flotte du transport informel. D'où l'importance aussi de mener des efforts pour mieux comprendre cette flotte et ce secteur. Très bien, ok. Maintenant, si vous voulez bien, on va vous lancer un tout petit sondage c'est une requête de satisfaction pour comprendre si ce format vous convient. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Andre, you can release the polling now. Donc, ces deux petites questions, ça vous prendrait un instant pour y répondre. Merci.
Vous mentionnez, autre question, vous mentionnez pas le potentiel de décarbonisation lié à l'électrification de la flotte de véhicules particuliers. Pouvez-vous nous en dire où il en est, le Maroc? C'est vrai que sur le scoping paper publié en ligne, la question de l'électrification de la flotte est un peu moins traitée que dans une version plus longue du document qu'on vous invite à demander en ligne, un lien mis sur notre site. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre pour la mise à jour de la flotte, pour le renouvellement de la flotte, que ce soit pour des technologies comme l'électrique ou pour des nouvelles voitures, pas nécessairement électriques, mais avec des meilleurs étendards d'efficacité énergétique, c'est que les autorités sont déjà en train de mettre en place des efforts pour soutenir ces actions à travers des dispositifs de prime à la casse, par exemple pour le transport de marchandises et l'interurbain de passagers. Et elle contemple actuellement des programmes de bonus-malus pour les ménages marocains. Cependant, c'est des mesures qui doivent être explorées davantage, puisqu'elles peuvent aussi être assez coûteuses pour les autorités marocaines. D'ailleurs, si vous le voyez dans un des slides, dans un des premiers slides que nous avons présentés, c'est des mesures qui sont soumises au support et soutien financier étranger, par exemple. Du coup, c'est des mesures qui ont un certain potentiel, mais qui doivent être accompagnées avec des forts investissements et qui doivent, par conséquent, être mieux étudiées. Très bien. Ça rejoint une toute nouvelle question de Abdelmahid Benis qui demande justement comment envisagez-vous soutenir le Maroc à mobiliser les financements nécessaires pour mener les activités de décarbonation conditionnelle citées dans la présentation, notamment le programme de renouvellement de la casse des véhicules de transport et le système de bonus-malus. Donc, c'est une question sur le financement nécessaire pour mener à bien. Un premier élément de réponse, Joshua, tu pourras peut-être compléter. C'est notamment la question des estimations des impacts des mesures. Il y a beaucoup de financeurs en fait qui conditionnent finalement leur financement à une évaluation un petit peu plus précise, ou du moins à un minimum une évaluation quantifiée des impacts des différentes mesures. Et c'est là où l'outil que nous, on va développer va permettre de répondre à cette question, à savoir telle mesure permet d'économiser tant d'émissions de CO2. Et ça, déjà, c'est une part de l'aide au financement. Bien. Je mets dans le chat le lien vers le rapport que maintenant vous connaissez pour reprendre ce qu'a dit Joshua, que pour avoir la version longue du rapport, ceci n'est qu'un sommaire. N'hésitez pas à nous envoyer une requête par email et on vous répondra directement. Question de Jean-Charles Crochet. Qui avait compris que vous ne modélisez pas les changements de demande qui résulteront des mesures de décarbonation. Vos résultats ne seront donc que théoriques. Est-ce que c'est le cas? Qui va répondre à cette… Je vais répondre. Merci pour la question qui est effectivement, pour ceux qui connaissent la modélisation, alors oui, c'est toujours théorique d'un certain point de vue. Ça reste, l'objectif des modèles, c'est de chercher à s'approcher au plus près de la réalité, tout en la simplifiant pour pouvoir la représenter avec des choses compréhensibles. Et des choses sur lesquelles on peut jouer avec les outils informatiques. Je pense que là, il y a une partie de la question qui est sur le fait qu'on se concentre essentiellement sur le report modal entre les différents modes de transport. Il y a une partie qui peut aussi jouer, il y a un certain nombre de mesures qui jouent sur la demande de transport elle-même, ou sur l'étalement, par exemple, sur l'étalement de la demande pour diminuer la congestion, ce qui a d'autres effets sur les émissions de CO2. Voilà, c'est des choses qu'on essaie de prendre en compte au mieux. Donc tout ça, ça tient compte aussi des données qui sont à disposition, du niveau de détail dans lequel on va. C'est vrai que dans les modèles stratégiques, on va nécessairement moins loin que ce que d'autres types de modèles peuvent faire.
Voilà, mais c'est un juste milieu à trouver entre un outil qui reste facile à utiliser à un niveau stratégique et un niveau de détail qui est malheureusement qui ne permet pas de répondre à toutes les questions. Donc, tout modèle ne permet pas de répondre malheureusement à toutes les questions. On aimerait bien, mais C'est cela. Merci beaucoup, Eric. On voit que on a beaucoup de questions qui arrivent. Pareil, Monsieur Julien Lepoutre, vous avez signalé peut-être une question. N'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A dans le Zoom pour nous écrire votre question et on tentera de répondre au plus vite. Revenons sur la question des motos, question de marque Major. Est-ce que vous avez fait des analyses sur la moto électrique au Maroc ou pas? Des motos électriques, est-ce qu'on a une estimation de leur appui? alors c'est quelque chose qu'on peut regarder au niveau de la flotte de véhicules qui sera modélisée. Alors, il n'y a pas énormément de données malheureusement sur la flotte existante au Maroc, mais c'est quelque chose qu'on regarde malgré tout en faisant un certain nombre d'hypothèses. Donc, notamment l'effet de l'électrification de la flotte, savoir notamment, voilà, même si on a un taux important de nouveaux véhicules électriques qui rentrent sur le marché, ça prend beaucoup de temps avant de renouveler l'ensemble de la flotte. Et donc, c'est ce phénomène-là, notamment, qu'on prend en compte dans nos modèles. C'est-à-dire qu'on a en paramètre d'entrée le taux de nouveaux véhicules en fonction de leur type de motorisation. Et ça nous permet de voir, en fonction dans la durée, de voir l'effet de la réduction des émissions liées aux différents types de véhicules. Très bien. On va continuer encore un petit peu, même qu'on a dépassé notre petit temps limite, pour répondre à quelques questions encore. Question de Stéphanie Somme. Quel potentiel voyez-vous pour les énergies alternatives dans le secteur du transport au Maroc? Sans doute encore une question vers l'électrification des transports. Alors, c'est effectivement un point clé. On se focalise, nous, dans cette étude, évidemment, sur le secteur des transports. Et il y a une partie des hypothèses qu'on doit faire dans notre travail de modélisation, notamment qui dépend de d'autres secteurs, en particulier le secteur de l'énergie. La décarbonation dans l'absolu des transports ne peut pas se faire, évidemment, sans la question des énergies propres. Donc, on va travailler notamment sur différents jeux d'hypothèses. Et effectivement, la question en fonction de l'évolution des sources d'énergie, ce n'est pas forcément les mêmes mesures qui ressortiront pour décarboner les transports. Et c'est là où l'atelier du mois de juin sera un point important d'étape du projet, c'est-à-dire qu'on travaillera avec vous à la construction de ces différents scénarios, parce que tout ne dépend pas juste de choses liées au transport, il y a des choses qui sont exogènes, et c'est important aussi de se mettre d'accord sur du moins une vision, une ou plusieurs visions, plusieurs scénarios potentiellement, et les stratégies qui sont associées à ces différents scénarios. Très bien. Nous avons la question de Julien Lepoutre, justement, qui était sur les aides, justement, pour changer du mode vers les véhicules électriques. On avait un peu répondu à ça. Dans la présentation, nous avons fait allusion à cette changement. Voulez-vous en dire plus sur les aides financières possibles, dans ce cas-là, au particulier, pour un changement de mode vers les véhicules électriques? Alors, le bonus-malus, c'est une des mesures clés pour décarboner les flottes, parce qu'elle a un coût qui est relativement limité, sachant qu'on joue justement sur ce côté bonus et malus, en pénalisant les véhicules les plus polluants et en favorisant les véhicules les moins polluants. Le montant de l'aide, etc., on n'ira pas forcément dans un niveau de détail
le projet ne cherche pas à regarder la mise en place des financements. On s'arrête avant. Ce serait quelque chose qui viendrait à la suite de notre projet. Savoir comment mettre en place tout cela. Et pour répondre à une autre des questions, c'est peut-être là aussi où les actions en partenariat avec la plateforme de la mobilité durable, je pense que c'est là aussi où, à travers un certain nombre d'échanges de la communication qu'on va avoir notamment en 2022, et la question sur le fait d'organiser des événements sur ce sujet-là potentiellement, où nous, on peut alimenter avec les éléments quantifiés vis-à-vis des différents types de mesures, enclencher les réflexions sur justement ces questions de financement qui sont effectivement un point très important pour l'étape de mise en place réelle des différentes mesures. Absolument. Donc, on arrive vers notre fin. On va quand même prendre une dernière question de Nawar Dridat sur l'investissement et l'usage des terres. Est-ce que l'outil qui va être déployé permettra de chiffrer ou de quantifier les gains en matière de décarbonisation, mais surtout en ce qui monte le plus en gains de termes d'investissement et d'usage des terres? Est-ce que c'est inclus dans le modèle? Alors, le modèle, c'est un modèle transport, hein, donc on ne regarde pas directement toutes les conséquences de l'usage des sols, c'est-à-dire ça c'est plutôt dans la partie agriculture notamment, je dirais. Donc c'est pas quelque chose qu'on regarde en soi. Par contre, là où nous on a une notion d'usage des sols qui rentre en jeu, c'est dans la question notamment de la densité urbaine. C'est-à-dire qu'entre deux options, une où on laisse les villes s'étaler, on sait que ça a pour effet d'augmenter les distances de déplacement sur le long terme et de favoriser les modes de déplacement individuel, la voiture particulière. Donc ça, c'est quelque chose, ça fait partie des mesures qu'on teste, des mesures réglementaires, à savoir essayer de concentrer l'urbanisation autour de stations de transport en commun afin d'éviter cet étalement urbain. Donc voilà, la question de l'usage des sols, essentiellement la question de l'urbanisation des sols, voilà, elle rentre en jeu dans le modèle par ce biais-là. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie vivement Joshua et Eric pour nous avoir éclairci si bien sur ce rapport. Merci évidemment à tous les participants d'avoir été si nombreux, d'avoir des questions si pertinentes pour nous. Dans le chat, vous trouverez la page web du projet ainsi que le rapport. N'hésitez pas, vous pouvez toujours demander la version longue du rapport, comme cité tout à l'heure, ainsi qu'un lien pour souscrire aux produits numériques ETF, les newsletters, les alertes pour nos prochaines publications et de garder le contact avec nous. Voilà, je vous remercie vivement et aussi pour Onda Monnier sur les techniques. Et je vous retrouve pour notre prochaine séance Ask the Author la semaine prochaine. En anglais, par contre. Merci. Merci. Merci.